Donc, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être ici, donc de revenir sur Saint-Brieuc pour vous présenter un peu le domaine dans lequel je fais ma thèse de physique, donc qui est le domaine de l'informatique quantique. Et avant de commencer, je vais d'abord vous résumer un peu mon parcours depuis la prépa. Ok. Donc, j'ai fait un prépa entre 2014 et 2016, donc prépa TSI à Saint-Brieuc. Je me débrouillais pas trop mal, mais les concours, j'ai pas trop les écoles que je voulais. Du coup, je suis parti en fac à Lille. Donc, je suis parti en licence de physique, de licence de physique fondamentale à Lille, donc de 2016 à 2018. Ensuite, je suis parti faire une année d'échange en Irlande, où j'ai commencé un peu à découvrir le milieu de la recherche, donc au Tyndall National Institute. Ensuite, je suis allé faire un master de nanophysique à Grenoble. Et ensuite, j'ai fait donc un stage de recherche à Cambridge, au Cavendish Laboratory, sur des couplages entre la lumière et des excitations dans des aimants. Ensuite, je suis revenu en France pour faire un stage de recherche donc, au CNRS, donc à Grenoble, sur la génération d'états quantiques. Donc, l'idée, c'était de générer des paires intriquées de photons. Ok. Et donc maintenant, je suis doctorant en physique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donc dans le laboratoire des circuits quantiques hybrides, où peut-être on pourra discuter un peu plus tard de mon sujet de thèse. Ok. Ici, juste pour curiosité, donc donc là c'est les PFL, donc c'est très sympa. On est à côté du lac Léman, ici, on a la vue sur les Alpes, c'est assez cool. Et je travaille ici, donc là c'est là qu'on a notre laboratoire avec tous nos cryostats pour faire nos mesures. Ok. Donc juste avant de commencer, je vais faire un petit sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va principalement s'intéresser à la physique des qubits, donc ça c'est ce qui est à la base vraiment de l'informatique quantique. Donc d'abord je vais essayer d'écrire ce qu'est un qubit, ce qu'on pourrait faire avec des qubits potentiellement. Ensuite je vais montrer comment est-ce qu'on design des qubits, comment est-ce qu'on les fabrique, comment est-ce qu'on les mesure, et après je ferai un petit état de l'art de ce qui se fait dans le milieu. Ok. Oups. Ok, du coup, qu'est-ce qu'un qubit? Donc d'abord, on va commencer avec un peu de physique classique. On va d'abord regarder du côté d'un bit classique. Donc un bit classique, c'est un élément qui peut prendre soit une valeur 0, soit une valeur 1. C'est tout. Ok. Ok. Donc il peut juste prendre une valeur 0, une valeur 1. Et ici, là, je vais noter donc, psi, je vais noter ça, donc l'état du bit classique. Donc il peut prendre soit une valeur 0, soit 1, mais pas les deux à la fois. Maintenant, on passe à un bit quantique, donc c'est un élément qui est un peu plus complexe. Donc il est décrit sur cette sphère ici, donc ça s'appelle une sphère de Bloch. Il est centré en 0 et après il a une distance, un rayon constant. Et il peut se balader partout sur cette sphère ici. Donc ici l'idée c'est qu'il peut prendre par exemple une valeur 0, il peut prendre une valeur 1, il peut aussi prendre des valeurs intermédiaires entre 0 et 1. Il y a aussi un axe azimutal mais qu'on va négliger aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué. Du coup pour l'instant un qubit, pour nous ça va juste être ça aujourd'hui. Donc ça va être aussi une sphère, mais on peut juste prendre des valeurs de 0 à 1, et c'est tout. Donc juste pour un peu plus de notation mathématique, donc un qubit, on le définit aussi avec cette lettre psi ici. Autour, là, c'est juste une notation qu'on appelle ça un ket. Ce sont juste des vecteurs, c'est pas quelque chose d'effrayant. Du coup, ici, on dit que l'état du qubit, il peut être soit dans l'état 0 avec une probabilité alpha, ou soit dans l'état 1 avec une probabilité bêta, ici. Et là, ici, donc ket 0, c'est juste un vecteur 1, 0, et ket 1, c'est juste un vecteur 0, 1. Donc maintenant, pour imaginer un peu plus ce qui se passe ici, j'ai mis 3 exemples. Donc premier exemple, on est dans un état où on est à moitié dans 0 et à moitié dans 1. Ça, c'est autorisé sur un bit quantique. Et du coup, ici, donc, on peut décrire avec un petit vecteur qui part du centre. Il sera donc sur le... il sera ici. On peut être aussi, par exemple, dans un cas où on serait 3 quarts dans l'état 0 et seulement 1 quart dans l'état 1. Ou autrement, on peut être complètement dans l'état 0. Voilà, ça c'est un peu l'idée de base des qubits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on combine plusieurs qubits ensemble?
Donc d'abord, on va regarder niveau bit classique. Donc ici, on va combiner 3 bits. Et donc ici, l'état du système, ici, il peut soit prendre la valeur 00, soit valeur 001, soit d'autres valeurs. Donc il peut prendre 8 valeurs au total, au choix. Ici, on a 8 possibilités au choix. Maintenant, on fait la même chose avec des qubits. Donc là, on combine 3 qubits ensemble. Et lorsqu'on regarde le système ici, on trouve qu'on peut être à la fois dans l'état 00, à la fois dans l'état 001, et dans tous ces états à la fois. Du coup, maintenant, donc ce système ici, à la fois, il peut être dans 8 états possibles en même temps. Et c'est ça qui fait vraiment la force de l'informatique quantique. C'est cette échelle ici, où par exemple, en 2 puissance n qu'on va voir juste après. Ok. Donc ici, j'ai introduit une table où je vais parler un peu de ce que j'appelle ici espace de calcul. Et je vais comparer un peu comment ça scale entre bits et qubits. Donc par exemple, ici, je vais parler espace computationnel. Donc ça va être l'état où on va pouvoir faire nos calculs. Donc pour n bits, je vais pouvoir opérer mes calculs sur n états, en quelque sorte. Par contre, pour n qubits, je vais pouvoir faire mes calculs sur 2 puissance n états. Et c'est ça qui fait vraiment la force de l'informatique quantique. Par contre, je vais pouvoir accéder seulement, pour un qubit ici, à seulement n de ces états ici. Je vais l'expliquer un peu juste ici. Donc on va reprendre encore l'exemple avec les 3 qubits. Donc je peux appliquer donc des portes logiques sur tous ces états simultanément. Donc là, par exemple, c'est le vecteur qu'on avait tout à l'heure. Là, ici, je décide de changer, d'appliquer une porte logique sur ce qubit ici. Là, par exemple, qui va inverser tous la valeur centrale ici de la chaîne. Ça, j'ai le droit. Et ça, du coup, cette opération aussi, je l'applique sur 8 états à la fois. Par contre, je ne peux mesurer qu'un état à la fois. Par exemple, là, je fais une mesure du système, je trouverai 000, ou autrement, je serai dans l'état 010, ou autrement, je serai dans l'état 001, ou 111, etc. Donc, je peux faire des calculs sur 2 puissance n états, mais je peux mesurer que n états. Ok. Maintenant, je voudrais vous donner un peu quelques ordres de grandeur pour que vous puissiez voir un peu à quel point ce serait fou si on arrive à construire un ordinateur quantique. Donc, à partir de 50 qubits, la taille de l'espace de calcul, on est déjà à 10 puissance 15. Donc 10 puissance 15, ça représente un supercalculateur actuel. À 300 qubits, on est à 10 puissance 78. Donc là, on a plus d'états que d'atomes dans l'univers. C'est-à-dire que dans l'univers, on n'a pas assez d'atomes pour pouvoir écrire ce nombre en entier. Donc c'est vraiment, vraiment gigantesque. Ok, du coup, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? La première chose qu'on pourrait faire, c'est de simuler des trucs quantiques, parce que c'est un ordinateur quantique, du coup, ça marcherait très bien pour simuler des trucs quantiques. Donc même aussi, historiquement, cette idée a été proposée par Richard Feynman. Donc il disait que vu que la nature n'est pas classique, elle est quantique, pour pouvoir simuler proprement la nature, il faut des ordinateurs quantiques. En gros, c'était un peu l'idée de base. Et par exemple, en simulation intéressante, ce serait par exemple simulation de matériaux. Donc par exemple, pour essayer de découvrir des supraconducteurs température ambiante, si ça peut exister. Mais c'est un sujet de recherche assez actif. Donc dans l'idée, un supraconducteur, c'est un matériau qui, donc là ici sur cette courbe ici, c'est juste résistance en fonction de température. Ce sont des matériaux, quand l'air refroidit, il y aura une transition de phase où ils vont passer dans une phase supraconductrice où ils auront zéro résistance. Donc on envoie du courant dedans, zéro résistance. Et donc ça aura des applications formidables, ce qui est pour transmission d'énergie, etc., ou même stockage d'énergie aussi. Ça pourrait être aussi utile donc, pour la simulation de procédés chimiques, par exemple découverte de médicaments, engrais, etc. Aussi en autre application, donc ça peut être utile pour des problèmes d'optimisation, ou aussi potentiellement du machine learning, donc ça fait beaucoup de mots-clés, mais voilà. Ok, maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc à quoi ça ressemble un ordinateur quantique? Donc là, c'est juste fait une recherche Google, j'ai juste marqué ordinateur quantique, et on tombe là-dessus, donc c'est très joli. Donc ici, tout cet élément là, c'est juste un cryostat.
Donc c'est l'appareil qu'on utilise pour refroidir notre puce ici, où il y a vraiment que la partie ici où il y a vraiment de la physique quantique qui se passe, donc un tout petit peu ici aussi, mais c'est vraiment ici qu'on fait nos opérations quantiques. Et du coup ici on fabrique tout cet appareil ici juste pour pouvoir refroidir cette puce ici à de très basses températures. On verra après pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller à de si basses températures. Ok, maintenant ici on peut regarder un peu de plus proche à quoi ressemble cette puce ici. Donc ici, donc, cette puce, en général, c'est juste du silicone sur lequel on a déposé des matériaux supraconducteurs. On verra aussi après comment on fait ces méthodes de fabrication. Et donc ici, au centre de cette chip, donc ça, ce sont des qubits. On verra aussi pourquoi est-ce qu'ils ressemblent à ça, les qubits. En bas, on a les lignes de contrôle pour manipuler les qubits. Et en haut, on a tout l'appareillage de mesure. Donc aujourd'hui, on va juste s'intéresser à un qubit, parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et donc un qubit, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est ce qu'on fabrique dans notre laboratoire. Donc ici, c'est une image de microscopie électronique, où ici en noir, vous avez donc du silicium, pardon, et on a déposé par-dessus donc une couche d'aluminium sur laquelle on a pu graver notre circuit. Et donc ça, ce truc-là, donc c'est un objet quand même assez grand, relativement grand, il fait à peu près 200 microns. Donc pour de la microélectronique, c'est un objet qui est très grand. En général, c'est plutôt dans du quelques nanomètres, on va dire entre 10 et 100 nanomètres dans la microélectronique, alors qu'ici, ce sont des objets quand même qui font déjà 200 et quelques micromètres. Et donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire de la physique quantique ou comment est-ce qu'on peut faire de l'informatique quantique avec cet élément ici. Et on va surtout regarder cette jonction ici. Donc ça, cette jonction, ces jonctions ici, c'est ce qui fait que ce morceau de métal ici, c'est un qubit. Ok, peut-être juste une petite pause ici. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la première partie? C'est ok? Autrement, on pourra juste voir les questions à la fin. Ok, on fera ça à la fin. Ok, alors, maintenant on va passer un peu à la partie design. Donc comment est-ce qu'on design un qubit supraconducteur? Donc déjà, la physique des qubits supra, donc ça c'est basé donc, sur la physique des oscillateurs. Donc par exemple ici, là, je mets un exemple d'oscillateur harmonique, c'est juste un système masse-ressort, donc vous avez dû voir des milliers de fois en prépa, peut-être que vous voyez maintenant en plus, si je me souviens bien. Donc là on peut imaginer un système où on tire une masse, il y a un ressort, et après il va se mettre à osciller comme ça dans le temps. Donc ici après on peut tracer la position donc, en fonction du temps, et on a des sinusoïdes. Ok. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à l'oscillateur harmonique électromagnétique. Donc ça, on peut faire ça avec tout simplement des circuits LC. Donc on a juste tout simplement une capacitance et une inductance en parallèle. Après, on peut comprendre la dynamique du système donc avec loi de Kirchhoff, on fait une petite équadif, et après on résout ça, on voit le comportement de la charge et du courant dans le système. Et le système ici va osciller une fréquence qui sera définie donc, par les paramètres L et C du système. Ok. Du coup maintenant on peut imaginer un cas où je charge mon capaciteur ici. Ensuite je lâche le capaciteur de ce côté. On va juste laisser le système évoluer. Donc le capaciteur va décharger. Donc on va dire que le capaciteur est chargé. Il va décharger, du coup ça va générer un courant dans l'inducteur qui va induire un champ magnétique. Et ensuite, après, on va juste avoir des oscillations entre maximum de champ magnétique et maximum de champ électrique. Maximum de courant, maximum de charge, c'est pareil. Ok. Maintenant, on va regarder un peu le comportement en énergie du système. Donc, on peut écrire l'énergie du capaciteur et l'inducteur de cette manière-là. Donc, dans les deux cas, elles sont quadratiques en courant ou en charge. Et c'est un profil de ce type ici. Donc, payez pas trop attention aux unités sur le côté ici. On va juste tracer ça sur Python assez rapidement. Mais tout ce qui nous importe ici, c'est qu'on a un profil qui est harmonique. Là, je regarde un peu les énergies typiques. Je ne sais pas si c'est trop correct comme type d'énergie, mais j'imagine que c'est aux alentours du 10 puissance moins 6 joules, donc en général le microjoules sur ces types d'oscillateurs. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de regarder ce qui se passe quand on baisse l'énergie du système. Donc quand on baisse l'énergie du système, on a un premier obstacle qui apparaît, c'est qu'on ne peut plus voir le comportement à basse énergie à cause de l'énergie thermique de l'environnement.
Donc l'énergie thermique de l'environnement est plus grande que l'énergie de notre oscillateur. Donc l'énergie thermique, elle est proportionnelle à la température ici. Donc ça ici, c'est juste une constante, donc constante de Boltzmann. Et donc pour pouvoir observer ces effets basse température, il faut qu'on puisse baisser la température. Donc pour l'instant, on va assumer que la température va être nulle. Donc on va juste mettre T égale à 0. OK. Deuxième obstacle, ce sont les dissipations. Donc dans les circuits LC, en général, quand on va mettre, par exemple, je reprends l'exemple système masse-ressort, quand je vais mettre le système à osciller, au bout d'un moment, mes oscillations elles vont s'amenuire et on va arriver à un système qui n'oscille plus. Et donc ça pose aussi problème pour pouvoir observer des comportements basse énergie. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu les dissipations. Et ce qu'on voit lorsqu'on descend les dissipations, c'est qu'on voit une structure un peu particulière ici. On va voir que nos niveaux d'énergie vont commencer à être discrets. Et on va étudier juste après les implications de cette discrétisation ici. Donc pour le moment, on va dire que nos dissipations sont nulles, ce qui est valide dans un supraconducteur vu qu'on a zéro résistance. Et c'est vraiment zéro résistance, c'est pas 0.001, c'est zéro résistance. Ok. Alors ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on descend vraiment bas, on va à très très basse énergie, donc on est encore en température nulle et dissipation nulle. Donc cette discrétisation ici, elle est dictée donc par les lois de la mécanique quantique. Et l'énergie maintenant, elle aura ce profil ici. Donc là, ici, c'est juste une équation. Donc là, ça va être, on appelle en général ces quantités d'énergie ici juste un photon. Ici, n, ça va être le nombre d'excitations qu'on aura dans notre oscillateur. Et donc là, mon système, il pourrait être dans l'état 0, 1, 2 ou 3. Ou il pourrait être aussi dans l'état 0, 1 et 2 et 3. La différence d'énergie entre chaque niveau ici, elle va être dictée donc par la fréquence de résonance de mon système, ici qui est donc oméga R. C'est ça, donc comme je disais juste avant, donc dans ce type de système, l'énergie est quantifiée. Et il y a aussi une autre implication, c'est qu'ici on voit que si on met n égale à 0, on aura toujours de l'énergie qui va rester. Donc le système ici ne peut pas aller à zéro énergie. C'est quelque chose d'assez perturbant, mais c'est le cas. Ok, et ici, l'échelle d'énergie typique, là on est plus sur du 10 puissance moins 15 joules, dans notre cas. Ok, donc là, ici, on a donc nos niveaux d'énergie, donc 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces niveaux d'énergie ici pour faire un qubit? Tout à l'heure on a vu que notre qubit était défini donc, en fonction de... Donc il pouvait prendre une valeur 0 et ou 1. Et donc là ici maintenant l'idée c'est, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces deux niveaux d'énergie ici pour fabriquer notre qubit? Essayons de faire ça. Donc là on va modifier un peu notre setup de mesure. Donc avant on avait juste notre oscillateur LC. Maintenant, on va attacher donc une source RF à notre oscillateur ici. Et ensuite, on va essayer de mesurer ce qui se passe en sortie. Ok. Donc pour le protocole, on va démarrer d'abord avec le système dans le niveau d'énergie 0. Donc ça, on peut le faire juste en laissant le système au repos. Donc de base, le système sera au niveau d'énergie 0 ici. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va envoyer un voltage sinusoïdal sur ce résonateur ici, à la fréquence oméga R. Pourquoi la fréquence oméga R? C'est parce que la différence d'énergie entre l'état 0 et l'état 1 ici, elle va être à h bar oméga R. Du coup, ici, l'idée, ça va être de passer donc, de l'état 0 à l'état 1 en essayant d'exciter la transition d'énergie entre les deux. Ok. Donc ici, je marque la mesure qu'on fait de manière schématique. Donc on envoie un pulse, donc le signal pendant juste un certain temps tôt, et ensuite on mesure. Ok. Donc quand je mesure, moi je m'attends à ce que mon système passe du niveau 0 à 1, ça je serais très content. Mais ce que je vois en réalité, c'est que ça va faire ça. Je vais monter au niveau supérieur. Et maintenant la question c'est pourquoi est-ce que mon excitation va au niveau supérieur? Et ça c'est dû au fait que j'ai un système harmonique et que du coup la transition d'énergie entre 0 et 1 est la même qu'entre 1 et 2, qui est la même qu'entre 2 et 3, qu'entre 3 et 4. Du coup si mon système, je peux exciter la transition 0, 1, il se dit pourquoi pas aussi aller un peu dans 1, 2, 2, 3, 3, 4.
Et ça, c'est assez dramatique. Du coup, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir casser un peu cette différence d'énergie entre nos niveaux. Une solution qu'on peut apporter ici, c'est d'essayer de changer l'allure du potentiel. Et pour ça, il faut utiliser donc des supraconducteurs qui ont des propriétés un peu particulières qu'on ne va pas trop parler aujourd'hui, mais ici, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la jonction Josephson. Donc ça, c'était théorisé donc, par Josephson ici en 1962, et ça a été démontré la même année, donc l'effet Josephson. Et donc cette jonction ici, ça consiste en ces deux éléments ici. Donc on a donc un superconducteur, un autre superconducteur à côté ici, et entre les deux, on a une petite jonction d'un isolant. Et cette jonction ici, elle fait seulement à peu près une dizaine d'atomes d'épaisseur. Je vais aussi vous montrer après comment est-ce qu'on fabrique ces jonctions plus tard. Et donc ici, quand on regarde, donc ici j'ai mis une image de microscope à transmission électronique. Donc l'idée ici, ça c'est un microscope qui nous permet de voir un peu à travers des couches fines de matériaux. Donc c'est comme si là on regardait une vue en coupe de cet élément ici. Donc ici en bas, nous avons de l'aluminium. Nous avons l'aluminium aussi. Donc l'aluminium est un supraconducteur à autour de 1 Kelvin à peu près. Et entre les deux ici, nous avons notre barrière d'oxyde. Donc ça c'est typiquement le profil d'une jonction Josephson. Donc cette jonction, ce qui est très important, c'est qu'elle est non linéaire en fonction d'un certain paramètre du système. Elle est aussi non dissipative, et ça c'est très important parce qu'on veut toujours garder zéro dissipation pour pouvoir observer nos effets quantiques. Et le symbole électronique de cette jonction, ça ressemble à ça, donc c'est juste une petite croix, ou parfois vous pouvez voir aussi dans la littérature, c'est une petite croix avec une petite boîte autour. Et voilà. Du coup maintenant, si on regarde le profil en énergie du système. Donc là, on a le profil en énergie toujours donc, de l'oscillateur LC harmonique. Et maintenant, par contre, pour le système où on a remplacé l'inducteur par la jonction Josephson, on a maintenant ici un profil, donc c'est un profil toqué, c'est en cosinus, mais du coup, on n'est plus du tout en profil harmonique maintenant. Et ça, l'implication, c'est que maintenant, nos niveaux d'énergie, ils vont être très différents d'un niveau. La transition 0,1 va être très différente de la transition 1,2, qui va être très différente de la transition 2,3, etc. Donc là, juste en mettant cette jonction Josephson ici, on a remplacé donc l'inducteur par cette jonction Josephson, on a rendu le système donc anharmonique dans le sens où les transitions d'énergie sont différentes entre les niveaux 0,1 et les niveaux 1 et 2. Ok. Maintenant, on va répéter encore la question du départ. Est-ce qu'on peut utiliser donc, cet élément ici maintenant pour faire un qubit? Donc on recommence le même protocole. Et lorsqu'on fait ce protocole, on trouve ce type de courbe ici. Donc ça s'appelle des oscillations de Rabi. Ici, c'est une probabilité de population que je mets en Y. Et taux, ici, ça va correspondre au temps durant lequel j'applique le signal. Donc pour comprendre un peu ce qui se passe, d'abord on va regarder quand taux est égal à 0. Donc quand taux est égal à 0, c'est comme si je n'appliquais aucun signal. Donc mon système il va rester dans l'état 0 ici, ou dans l'état 0 sur ma sphère de Bloch là-haut. Par contre maintenant, si j'applique du signal pendant un certain temps, il va commencer à progresser vers l'état 1. Et encore une fois, je répète, mais ici c'est une mesure statistique, donc là on mesure ça des dizaines de milliers de fois. Parce que quand je mesure mon système, il sera soit à l'état 0, soit à l'état 1. Du coup, statistiquement, il sera donc à peu près ici à 30% du niveau 1 par exemple. Et donc ici, je continue à appliquer mon signal pendant un temps encore plus long, et en moyenne, je trouve que je suis à la fois dans l'état 0 et à la fois dans l'état 1 avec une probabilité 1,5. Si j'applique mon signal pendant une demi-période, ici, je serai complètement dans l'état 1. Et après, si j'applique un peu plus long que demi-période, je vois que je recommence à descendre vers l'état 0. Donc là, ces oscillations aussi, c'est une preuve. Donc quand on mesure ça dans le laboratoire, on est très content, parce que ça, c'est la preuve qu'on a vraiment un qubit dans notre système. Donc là, on a vraiment isolé nos deux niveaux d'énergie. Et donc là, le système, vraiment, il oscille entre les deux niveaux d'énergie ici. Ok. Maintenant, la question, moi j'ai déjà un peu annoncé tout à l'heure, mais comment mettre le qubit dans l'état 1? Donc ici, l'idée, c'est qu'on va appliquer un pulse pendant une demi-période. Donc ici, on applique pendant une demi-période. On mesure, on est dans l'état 1. Maintenant, comment est-ce que je le mets dans l'état 0 plus 1 à moitié dans 1 et à moitié dans 0.
on applique un signal A qui fait un quart d'une période. Et donc ici, mon système va être à moitié dans l'état 0 et à moitié dans l'état 1. Donc c'est un peu l'idée sur comment on manipule des qubits dans un laboratoire. Donc ce type de qubit qui s'appelle le Cooper pair box, ils ont été on va dire que le contrôle cohérent, c'est ça, donc ces oscillations de Rabi, elles ont été démontrées dans les années 99, donc, par Yasu Nakamura ici. Et donc ici, donc là, c'était leur première data où ils montraient du coup c'est vraiment ces oscillations de Rabi ici. Et comme vous pouvez voir, ce sont des signaux assez ridicules à détecter en amplitude. Aussi, juste pour info aussi, donc en France, on est passé à côté du Graal, on a failli l'avoir, mais donc c'était une année avant. Il y avait une publication qui a été faite à Paris en 98 sur la cohérence dans des boîtes de paires de Cooper. Donc encore donc, le même élément, mais il n'avait pas démontré ces oscillations de Rabi, et du coup c'est un papier qui est beaucoup moins connu que l'autre papier qui a beaucoup de succès. Ok. Maintenant, je vais faire une petite comparaison vite faite de notre système avec l'atome d'hydrogène. Donc ici, je trace le potentiel d'atomes d'hydrogène. Donc sur l'axe ici, on a l'énergie, et ici, c'est la position. Donc là, sur l'atome d'hydrogène, on a aussi des niveaux d'énergie, donc là 1, 2, 3, 4, etc. Et on voit ici que la différence entre les niveaux d'énergie est très différente entre 1 et 2 et 2 et 3. Et c'est un peu ce qu'on a aussi au final sur notre Cooper pair box ici. Et donc un peu souvent dans le milieu on appelle ça des atomes artificiels, c'est peut-être un abus de langage, mais on appelle, vu que ce sont des oscillateurs anharmoniques, on ose appeler ça des atomes artificiels. Ok. Maintenant pour en revenir un peu au design, donc maintenant on va essayer de comprendre un peu quels sont les éléments aussi sur cette photo. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, les parties ici, donc là ça va être l'aluminium, ici on aura du silicone, et ici j'ai mis un équivalent du circuit, donc du circuit électronique. Donc là en rouge ici, donc ça va être ce qu'on va appeler un îlot supraconducteur, dans le sens où il n'est pas relié directement au plan de masse ici, sauf via la jonction. Ensuite en bleu ici, là on a le plan de masse. En orange ici, donc là, c'est via ce port ici en quelque sorte qu'on vient contrôler l'état du qubit et qu'on vient aussi le mesurer. Et en violet ici, donc là on a la jonction Josephson. Sauf dans notre cas ici, sur la photo ici, donc là c'est des jonctions Josephson en parallèle. Et ça fonctionne comme les inducteurs en parallèle. Mais sauf qu'ici on a... Oui, c'est donc ici l'idée de jonction en parallèle, c'est de pouvoir contrôler en quelque sorte l'énergie du qubit avec le flux appliqué, mais je ne vais pas partir là-dedans parce que ce n'est pas nécessaire. Ok. Est-ce que c'était ok? Ok, donc maintenant on va passer un peu à la partie fabrication. Donc pour fabriquer nos appareils, donc ça c'est la salle blanche de l'EPFL. Donc pour fabriquer nos échantillons, donc on vient mettre nos costumes de cette manière-là. Donc ça nous permet de protéger nos échantillons de nous, parce que sinon on va mettre de la poussière sur nos échantillons, on va mettre des déchets organiques aussi, on est très sale. Et ici, donc là, au sol, vous pouvez voir des petites grilles. Donc ça, le but, c'est que l'objectif de ces grilles ici, c'est de créer un flux laminaire entre le plafond et le sol. Et donc ça, c'est pour essayer de plaquer toutes les poussières qu'il pourrait y avoir dans la salle. Donc dans ce type de salle ici, il y a vraiment très peu de poussière. Ok, donc maintenant je vais essayer de vous montrer un peu le procédé standard de fabrication pour ces qubits supraconducteurs. Donc tout d'abord on reçoit par la poste des wafers de silicium. Donc ici sur la droite, à chaque fois je vais mettre une vue de côté et une vue de dessus de la wafer pour vous montrer un peu le process. Donc ici j'ai juste mis un petit carré pour vous dire que là on va juste regarder une seule partie donc de la wafer et pas toute la wafer. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est quand on reçoit cette wafer, il y aura toujours des petits résidus organiques dessus, donc ça qui peuvent causer des pertes dans nos circuits. Et du coup l'objectif ça va essayer de les retirer. On peut aussi avoir des oxydes qui poussent dessus, ça on ne veut pas du tout. Du coup pour ça on va faire du nettoyage donc, de cette wafer, donc on la met dans une solution Piranha, donc c'est un truc qui est assez violent. Donc ça, la solution Piranha, c'est pour enlever tous les déchets organiques. Mais le problème de cette solution, c'est qu'elle va créer beaucoup d'oxyde sur la couche ici. Voilà.
elle va créer beaucoup d'oxyde ici. Du coup, ensuite, on la met dans de l'acide fluorhydrique, HF, je ne sais plus si c'est acide fluorhydrique, bon, dans de solutions HF, pour pouvoir vraiment tout éliminer. Donc ensuite, on a une surface qui est très très propre. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on court à l'évaporateur pour éviter que les oxydes repoussent trop rapidement. Et donc ici, je mets un petit schéma d'un évaporateur d'aluminium. Donc l'idée ici d'évaporateur, c'est qu'on a un filament dans lequel on va faire passer un courant très très fort. Et dans ce type de filament qu'on fait passer un courant très fort, donc on va avoir ce qu'on appelle une émission thermoionique. Donc on va balancer les électrons un peu dans cette direction ici, un peu dans tous les sens, mais ici on va avoir un accélérateur. Et on va appliquer un champ magnétique, comme vous avez vu sûrement en cours déjà avec les forces de Lorentz. Donc si vous avez champ magnétique et électron, vous allez avoir une force qui va être ressentie donc, par l'électron, et du coup l'électron va avoir une émotion, un mouvement de type cyclotron. Il va faire une rotation du coup ici due à ce champ magnétique. Donc ensuite l'électron aussi va venir frapper un peu l'aluminium ici, et en faisant ça il va faire chauffer l'aluminium très fort, si fort que l'aluminium va commencer un peu à cracher des morceaux d'aluminium dans la chambre. Et nous ce qu'on fait ensuite ici, c'est qu'on va attacher notre wafer donc, en haut de ce truc ici, là. Et ensuite, du coup, on va pouvoir évaporer de cette manière donc, des couches très fines d'aluminium. Donc ici, je n'ai pas spécifié tout à l'heure, mais donc, la couche de silicium ici, elle fait à peu près 500 micromètres. Et les couches d'aluminium qu'on met en général, c'est aux alentours de 100 nanomètres et quelques. Ok, et donc ici, j'ai juste mis une photo de l'évaporateur qu'on utilise. Donc c'est une machine qui fait un peu peur quand même avec tous les appareils autour. Donc ici, on a la chambre à l'évaporation. Et voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir dessiner donc, sur notre chip ici, on va pouvoir dessiner donc, les patterns. Donc, pour ça, on va faire de la photolithographie. Donc l'idée, c'est qu'on va déposer maintenant sur notre couche d'aluminium une couche très fine d'une solution. Et cette solution elle va être sensible aux photons. Dans le sens où si maintenant j'expose avec un laser, par exemple, ma surface, je vais pouvoir changer la structure localement donc, de ma résine. Et après, cette résine, elle sera juste sensible à un certain... la résine exposée sera sensible à un certain produit chimique, alors que la résine non exposée va juste rester ici. Ok. Ensuite, on passe au gravage. Donc là, on met ça dans des solutions encore pas très sympas qui vont venir attaquer l'aluminium ici. Et l'idée, du coup, c'est que maintenant, on a un masque qui va limiter que la solution attaque l'aluminium sous ce masque. Donc sous cette photorésiste ici. Ensuite, on refait du nettoyage et c'est tout propre. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaporer ces jonctions ici. Donc là, pour faire ces jonctions, maintenant, elles sont très très fines. Donc avant, les tailles des objets, c'était aux alentours de quelques micromètres, on va dire de l'ordre de 5 micromètres. Maintenant, ici, on va faire des jonctions qui peuvent aller vers les 50 nanomètres et quelques. Donc pour ça, on ne peut plus utiliser de photons, parce qu'un photon, c'est trop gros. Donc maintenant, on peut utiliser des électrons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer on va envoyer des électrons très haute énergie sur une résiste qui cette fois sera électron sensible. Et ça va nous permettre de faire d'atteindre des résolutions très très fines. Ensuite, on fait comme tout à l'heure. Donc là, on va retirer donc, la partie qu'on a exposée. Et maintenant, on va passer un peu à la partie évaporation qui est un peu compliquée pour ces jonctions ici. Donc là, ici, en bleu, donc là, ce qu'il y a toujours en bleu, donc là, c'est juste du silicone. Là, c'est encore la résiste. Et ici, maintenant, à gauche, je mets juste des coupes. Donc ici, en orange, ça correspond à la coupe en pointillé ici. Et en espèce de vert ici, ça correspond à la coupe ici. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de l'évaporation angulaire. Donc ça, c'est le secret pour avoir des couches d'oxyde très très fines. Donc ce qu'on va faire ici, j'ai aussi rajouté une autre coupe ici, donc en cyan qui va être ici. Donc l'idée, c'est que maintenant, on va venir évaporer avec un certain angle sur notre substrat, donc de l'aluminium. Et en faisant ça ici, on va pas pouvoir mettre d'aluminium au fond ici de cette tranchée ici. Du coup, ok. Et du coup ici, je mets juste une coupe, mais on a juste, dans cette direction ici, maintenant on a juste appliqué l'aluminium ici, mais ici, vu que la tranchée était trop petite, l'aluminium n'a pas été appliqué ici. Est-ce que c'est...
Ok, géométriquement? Ouais. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oxyder le système. Donc là, dans l'évaporateur, après, on a un module, on peut augmenter la pression. On va mettre de l'oxygène dans cette chambre. Et en faisant ça, on va créer de l'oxyde d'aluminium sur la couche d'aluminium ici. Et aussi juste sur nos petits ponts ici qu'on a fait tout à l'heure. Et ce qu'on va faire à nouveau, c'est qu'on va redéposer l'aluminium, mais cette fois, donc là, j'ai pas indiqué l'angle, mais cette fois, l'aluminium dans cette direction ici. Du coup, l'aluminium ne sera pas appliqué sur cette tranchée ici, mais seulement dans cette tranchée ici. Et ça va nous permettre de faire des couches, du coup, avec aluminium, oxyde et aluminium, avec de l'oxyde qui sera très très fort. Ok. Donc maintenant, on va faire un procédé qui s'appelle du lift-off. Donc ça, on va mettre la wafer maintenant, on va la transvaser dans un petit bécher, où il y a une solution qui va enlever, la solution va enlever les parties violettes ici du système. Et en faisant ça, maintenant, il nous reste juste nos jonctions ici, et c'est exactement ce qu'on a ici. Okay. Et une fois que tout est enlevé, donc là, c'est typiquement ce qu'on retrouve. Donc là, on a notre wafer avec plein de petits appareils qu'on va pouvoir mesurer dans notre frigo. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce type de résultat. Ok, donc là, ça fait déjà 42 minutes. Je vais essayer peut-être d'aller un peu plus vite parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais là, je vais vous montrer un peu le setup de mesure et surtout comment est-ce qu'on peut refroidir à si basse température. Donc d'abord, ce qu'on va faire, donc là c'est la chip tout à l'heure qu'on avait sur la wafer. Maintenant, on va la connecter à un circuit imprimé qu'on a designé auparavant. Donc ça, on la connecte avec des petits fils d'aluminium pour pouvoir se connecter après à notre setup de mesure. Donc là, ici, c'est le même PCB. Donc ici, ce sont juste des ports pour mettre un câble coaxiaux ici. Donc ensuite, ce PCB, on vient le connecter à une pièce en cuivre. Et cette pièce en cuivre, on vient la connecter après donc, dans notre frigo ici. Et donc là, par exemple, on peut connecter la pièce en cuivre ici. Donc l'intérêt de mettre du cuivre ici, c'est qu'on a une excellente conductivité thermique. Et on va voir pourquoi c'est important d'avoir une excellente conductivité thermique. Ok, donc un frigo, ça ressemble à ça quand il est tout vide. Donc du coup ici, le frigo sera séparé en plusieurs compartiments. Et donc chaque compartiment ira de plus en plus bas en température. Donc d'abord dans le compartiment le plus élevé, donc ça on sera aux alentours de 50 Kelvin. Donc il fait à peu près donc, ça, moins 220 degrés. Ensuite, dans ce compartiment ici, on sera aux alentours de 4 Kelvin. Ensuite, on se rapproche de 800 millikelvin, 100 millikelvin, etc. jusqu'à 10 millikelvin. Et juste pour une idée, voilà, donc c'est seulement 0,01 degré au-dessus du zéro absolu. Et aussi, juste pour comprendre un peu les échelles mises en jeu, donc la température du vide dans l'espace profond, c'est à peu près 3 Kelvin. Donc, on peut dire que les endroits les plus froids de l'univers sont potentiellement sur Terre, parce que c'est là qu'on peut atteindre vraiment des températures très très basses. Ok. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il fallait que l'énergie du système soit plus grande que l'énergie thermique de l'environnement pour qu'on puisse observer ces effets quantiques. Et quand on fait des petits calculs ici, on voit que la température, il faut qu'elle soit très inférieure à peu près à 500 millikelvin, d'où l'intérêt de descendre à de si basses températures. Et donc, dans ce type de frigo ici, on utilise un liquide de refroidissement qui n'est pas très commun, donc ça c'est de l'hélium 3 et hélium 4. Et on va discuter un peu maintenant de la physique, donc comment est-ce qu'on fait pour descendre à de si basses températures. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà encore étudié les diagrammes de phase en prépa. Et donc ici on a un petit diagramme de phase avec température ici et concentration d'hélium 3. Donc tout d'abord on initialise le système donc, dans une phase normale ici où il y aura juste un peu d'hélium 3 et un peu d'hélium 4. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va réduire la température. Et donc là, on va avoir une première transition où l'hélium 4 va devenir superfluide, mais ça ne va pas trop nous intéresser aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on descend la température jusqu'ici. Donc lorsqu'on descend la température jusqu'ici, on a une séparation de phase. Donc on aura une partie du système qui sera avec un peu de hélium 3 et hélium 4. Donc hélium 4 superfluide et hélium 3 normal. Et ici, donc hélium 3 et hélium 4 normal. Ok.
Maintenant, on regarde un peu ce que cette séparation de phase implique. Donc là, on peut imaginer qu'on a un petit contenant ici, qu'on connecterait donc sur le bas de notre frigo, avec la mixture. Donc lorsqu'on a cette séparation de phase, on aura donc en bas de cette séparation de phase, on aura un peu d'hélium 4, ici comme indiqué dans cette région ici, avec un petit pourcentage d'hélium 3. Ici, donc on va dire ici on commence avec 25% par exemple. Et en haut de cette région ici, donc qui va flotter par-dessus, on aura de l'hélium 3 avec un peu d'hélium 4. Donc pourquoi est-ce que cette couche ici, elle est au-dessus de cette couche en dessous? Ça, c'est tout simplement parce que l'hélium 3, l'hélium 3 est plus léger que l'hélium 4. Ok. Donc maintenant, quand on s'approche de 0, on voit qu'on commence à avoir une phase pure en hélium 3 en haut, et ici on aura une phase qui sera donc de l'hélium 4 superfluide, avec seulement un petit pourcentage d'hélium 3 qui lui va être constant. Et c'est ce fait qu'on ait un peu d'hélium 3 constant qui va faire toute la physique du refroidissement du système. Donc maintenant on peut se demander qu'est-ce qui se passe si j'enlève un isotope d'hélium 3 donc de la chambre ici. Donc là, si on enlève un isotope, le système il va vouloir refournir un isotope d'hélium 3 dans la chambre en dessous. Vu que le système, son état à l'équilibre, c'est d'avoir 6,4% et pas 6,39%. Donc là, la chambre ici va fournir de l'énergie pour pouvoir amener de l'hélium 3 dans cette chambre en dessous. Bon, je vais passer ça. Mais ça nous dit juste que si on arrive à enlever donc, de l'hélium 3 de cette phase ici suffisamment rapidement, le système ici va devoir fournir de plus en plus d'hélium 3, du coup il va devoir fournir de plus en plus d'énergie, et s'il fournit de l'énergie, ça veut dire que le système va refroidir. Et donc maintenant aussi, par exemple, on peut imaginer qu'on connecte un morceau de cuivre, ou la plaque de cuivre ici, donc à cette chambre d'hélium 3 ici, et c'est de cette manière-là qu'on va descendre à de si basses températures. Donc c'est juste ici, avec ce flux continu, on va réussir à retirer des isotopes d'hélium 3 donc de notre phase ici, donc hélium 4 superfluide, qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir baisser la température de l'hélium 3 ici. Ok, j'ai bientôt fini. Maintenant, on va passer un peu mesures expérimentales. D'abord, on va observer les oscillations de Rabi. Oups. Oscillation de Rabi, donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. On envoie une excitation pendant un certain temps et ensuite on mesure. Là, on mesure, on est très content. Donc ça, c'est une mesure qu'on a fait dans le labo. Donc là, l'échelle de temps, c'est microsecondes, donc c'est pas si élevé que ça. Et donc là, on oscille entre 0, 1, 0, 1, comme on a vu tout à l'heure. Je passe ça. Ok. Maintenant, on va regarder un peu le temps de vie du qubit. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les qubits, une fois qu'on va mettre dans l'état 1, il ne va pas rester dans l'état 1. Il va vouloir relaxer à nouveau vers l'état 0. Donc ici, une mesure qu'on aime pour déterminer la qualité du qubit, ce qu'on va faire souvent, c'est de voir combien de temps ce qui peut rester dans l'état 1. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une pulse ici, donc qui sera à 1/2 de la période. Donc 1/2 de la période, ça correspond à ici. Du coup, on va mettre le qubit dans l'état 1. Et ensuite, on va attendre un certain temps et on mesure l'état du qubit après un certain temps. Donc là, l'idée, c'est j'excite le qubit, il va commencer un peu à se désexciter et je mesure. Donc maintenant, quand on mesure ce type de courbe, quand on fait ce type de mesure, on obtient ce type de courbe où ici, on commence du coup avec le qubit dans l'état excité et il va commencer du coup ici à decay. Ok. Et donc ici, pour un peu imager, donc le qubit il va passer de l'état complètement 1, un peu vers l'état 0, jusqu'à complètement arriver à l'état 0. Ok, donc pour finir, je vais faire un petit peu état de l'art, donc ce qui s'est fait un peu dans le domaine. Donc c'était en 2019, j'ai oublié de mettre la date ici, mais en 2019, il y avait Google qui avait annoncé donc, la suprématie quantique. Et donc ça, ils avaient démontré, bon là j'étais peut-être un peu vache ici, mais ils ont fait un calcul qui aurait pris beaucoup plus de temps sur un ordinateur classique que sur un ordinateur quantique. Et ensuite, après quelques mois, quelques semaines après, donc des équipes juste d'informaticiens ont montré que leur calcul, en fait, ils pouvaient le faire plus rapidement sur un ordinateur classique. Donc, est-ce que c'est vraiment suprématie quantique si on fait juste les choses mal? Je ne sais pas.
Ok, ici on a juste un peu la carte de route d'IBM, où aussi ici ils misent sur arriver à des nombres de qubits assez gigantesques. Et là actuellement ils sont arrivés à 133 qubits. Et du coup maintenant on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore des applications formidables avec les qubits. Vu que tout à l'heure au début je vous ai dit que donc, de puissance 50 c'était déjà un supercalculateur, donc de puissance 100 on est bien au-dessus de supercalculateurs. Et la raison aussi, c'est qu'il y a des contraintes, que j'ai bien mis en gras, souligné très grand, parce que c'est vraiment des grosses contraintes qui font qu'on n'ait pas d'ordinateur quantique en ce moment. La première, c'est qu'un qubit, ça va être sensible à absolument tout. Donc déjà, il faut aller à très très basse température, mais même aussi à basse température, après, il va falloir filtrer tous les signaux, il va falloir vraiment essayer de retirer tout ce qui peut discuter avec le qubit. Mais même quand on fait ça, c'est pas assez. Et ça, ce qui a été montré, c'est que même donc, les muons, par exemple, qui arrivent de l'espace, ça va aussi perturber les qubits. Les rayons gamma de l'espace, ça va aussi venir perturber les qubits. Donc ça fout du bazar pas possible. Donc une solution qui a été proposée il n'y a pas très longtemps, c'est d'aller sous une montagne. Et ça marche pas trop mal d'aller sous une montagne. Mais c'est vraiment, donc ça, c'est pour limiter que les rayons gamma viennent casser un peu le qubit. Il faut des montagnes. Ok. Ici, j'ai juste mis quelques exemples d'autres types de qubits. Donc là, on a juste vu les qubits supraconducteurs. Donc dans mon groupe aussi, on travaille un peu sur les qubits semi-conducteurs. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va enfermer juste un seul électron. Donc vraiment, on a un moyen sur des films fins, en quelque sorte, on peut emprisonner un seul électron et juste manipuler cet électron après pour essayer de faire des qubits. Et je n'ai pas trop parlé de tout ça. Ok, donc voilà. Donc là, c'est juste pour que vous ayez tête en tête. Je pense qu'on va entendre parler pas mal de ces qubits-là dans pas très longtemps. Donc ça, ce sont des qubits qui sont bien meilleurs que l'architecture dont je vous ai parlé au début. Donc ça s'appelle ici, donc ça c'est l'architecture dont je vous ai parlé au début. Et ces qubits-là, ils sont beaucoup plus performants. Donc là, ils ont été découverts il n'y a pas très longtemps. Mais le problème, c'est qu'ils sont assez difficiles à fabriquer. Autre type de qubit, donc là ça s'appelle des 4 qubits. Donc ici l'idée c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle les états de Schrödinger. Je ne vais pas rentrer en détail, mais l'idée ici c'est que ce sont des qubits qui sont très résistants aux erreurs, et ça c'est quand même très intéressant. Et il y a une start-up à Paris qui pousse vraiment beaucoup là-dessus. Ils ont des résultats assez honnêtes, et Amazon aussi est dessus, mais c'est pas terrible. Ok. Ok. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu pour avoir l'informatique quantique, mais vraiment beaucoup d'argent. Aussi en France, donc là, il y a 1 milliard là, en 2 ans, donc c'est quand même beaucoup. Donc là, je vais finir sur une petite conclusion qui est un peu moins sympa, mais il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de promesses, ce qu'on appelle une bulle quantique, donc là, ce qu'on ne sait toujours pas si ça va marcher aussi dans l'ordinateur quantique. Et si ça ne marchait pas, voilà, on ne sait pas. Merci.